une des premières choses qui va être aidant dans le parcours de cicatrisation, qu'avant on nommait, à faire le pas, le parcours de guérison. Il se trouve qu'on a quand même à un moment donné décrété que ce n'est pas une maladie d'avoir été violé, donc c'est peut-être plutôt très malheureusement un gros accident, et encore les mots sont, c'est un crime en fait, mais voilà. Mais on va aller dans un parcours de cicatrisation. La cicatrisation, ça ne va pas partir. L'histoire, elle est là et elle est inscrite, mais ça va être une cicatrice, plus une plaie purulente, recouverte de bandage, pas toujours super bien désinfectée, et puis on va pouvoir appuyer dessus, la cicatrice, et que ça fasse plus mal, sauf parfois certains jours humides, où ça se réveille, et ça va arriver. Mais c'est ça le parcours de cicatrisation. Pour ce parcours-là, les survivantes que nous avons vues et entendues et accueillies à faire le pas ont eu des témoins secourables sur leur chemin, des tuteurs de résilience. Des fois, très clairement, des fois des un peu plus bizarres, comme c'est les vautours. J'aime bien voir les vautours qui finalement sont très bizarres dans ce Walt Disney, mais qui finalement aident à mettre le feu et à défendre Mowgli dans la jungle. C'est extrêmement important. La résilience, ça fait partie des facteurs internes, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est aussi et tout aussi important quelles sont les personnes que j'ai eues sur mon chemin et qui m'ont permis d'avoir un nouveau mode relationnel autre. Et parfois, il n'y a pas de personnes, parfois, il y a des animaux. Parfois, il y a un ours en peluche. Et ça sera tout. Dans le placard, enfermé avec moi. C'est un témoignage d'un gars qui a écrit L'enfant du placard. C'est son ours en peluche qui n'a pas arrêté de lui causer, pas arrêté de lui parler et de lui dire des choses pour contrer l'abuseur introjecté. Et parfois, c'est le chien. Parfois, c'est le cheval. Et nous, on envoie à l'association du Pierre Létrier quand même, et on les entend plus tard, ces femmes qui viennent et qui disent « mais c'est mon cheval m'a sauvé la vie ». Donc, voilà, première chose, je voulais quand même les citer, et nous, peut-être, les témoins secourables. Et puis après, il y a un parcours. Et ce parcours, je voulais cheminer avec vous dans ce parcours-là, avec la première notion de vous dire que ce parcours n'est pas un parcours d'étape après étape. C'est pour ça que je le représente ici différemment de ce que j'ai pu le représenter pour ceux qui l'ont déjà vu. C'est vraiment une histoire de spirale. C'est à un moment donné, on va arriver à un certain moment, une étape, et puis on va passer, puis on va retoucher cette même étape, mais peut-être 2 ans après, on va cheminer, on va dire. L'idée, c'est de rester en chemin. Donc j'ai mis ça sous forme de spirale et j'aimerais passer en revue les étapes, enfin ces moments avec vous, ces stades, pour vous faire comprendre ce cheminement-là. Avant que je me lance dans là, est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Vous parlez du fait de se dissocier de ses sensations. Oui. Et je me demande dans quelle mesure il peut aussi y avoir maximisation des sensations, dans le sens où on n'est pas dans quelque chose de sain non plus, à être dans l'hyper-sensation. Oui. Finalement. Oui. Les sens ne peuvent plus se coordonner finalement parce qu'on est que là-dedans et qu'il n'y a pas de possibilité de représentation. Tout à fait. Alors vraiment, j'ai envie de dire, c'est souvent... quand vous parliez, ça me faisait penser à... C'est un peu de ça, mais un peu différent, à une sensation d'interoception, enfin de conscience de ce qui se passe parfois au niveau sensoriel à l'intérieur de soi tellement fort, des personnes qui sont hyper sensibles, mais vraiment qui sentent leurs mouvements au niveau intestinal, au niveau des fluides, etc., mais à tel point que ça les empêche d'être en relation. C'est un bon plan pour ne pas être en relation, mais ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça. Ou alors tellement hyper développé, ça va avec vraiment quelque chose qu'on connaît bien, c'est hyper alerte, tout le temps. Tout le temps. C'est fatigant.
Et en même temps, ça peut être extrêmement utile. Ça devient des très bons, comment on dit, whistleblowers. Ils savent au son. Mais c'est être en hyper-alerte. Quand je suis en hyper-alerte, et ce n'est pas de ma faute parce que ça vient d'ailleurs, etc. Mais une des choses, je vais avoir de la peine à être juste tranquille, focalisée sur. Donc oui, la réponse est oui. Ça peut être dans l'autre extrême. Oui. Quels impacts quand on doit arrêter les comportements limites à l'adolescence ou à l'âge adulte des enfants, la loi n'a pas fait son job d'arrêter ça quand il était petit. Par exemple, je pense à la police qui ne veut pas croire un enfant qui dit des choses ou qu'on statue quelque chose comme milieu étant petit. Comment après, quand il développe des comportements limites, la loi, quel usage de la loi dans ce cas? Quand un jeune mineur, mais on va dire adolescent, enfin, dans cette tranche d'âge, se retrouve au tribunal des mineurs et qu'il est condamné pour quelque chose, comme ce que j'ai décrit avant, une conduite délinquante, et qu'à aucun moment donné, on ne fait référence à la maltraitance ou à l'acte d'abus sexuel qu'il a subi en tant qu'enfant, on est en train de lui donner un message qui est un non-sens, complètement. Vous me demandez, moi, je serais ravie de pouvoir donner des cours aux juges, aux magistrats. J'aimerais, c'est les seuls qu'on n'arrive encore pas à toucher. Mais une des choses que vous devez faire, c'est nous devons continuer à nous positionner, à informer les juges. Comment peut-on tenir pour responsable un jeune de ça sans à la fois tenir responsable l'auteur des faits qui l'a maltraité, lui? Comment est-ce qu'un jeune peut comprendre ça? C'est peu compréhensible. Mais quand les juges ne font pas leur job, c'est à nous pas de le faire, mais de nous positionner en séparant les histoires. Tu n'as pas à payer, à continuer à payer pour quelque chose que tu n'as pas commis. Tu dois arrêter ce comportement et je vais faire en sorte qu'il s'arrête parce que tu te mets en danger. Tu te mets en danger et tu vas en payer le prix. Voilà, c'est une histoire, mais incarner la loi, le positionnement, et ça c'est quelque chose avec lequel on travaille beaucoup avec ma collègue, c'est incarner le positionnement. Le positionnement, c'est de faire obstacle à l'abuseur introjecté, absolument et clairement. Je ne te permettrai pas ni de te faire du mal, ni d'en faire à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas OK. C'est pas je peux comprendre que tu es ça. C'est pas ça. Ça, ce n'est pas possible. Ce que je peux comprendre, c'est que tu as été cet enfant blessé. Et celui-là, je vais avoir toute ma compassion, mon écoute pour cette partie-là. Et je vais passer du temps à rester avec toi, parfois à te prendre dans les bras pour que tu pleures. Et en même temps, je vais continuer, à d'autres moments, à te considérer comme l'adulte que tu es, ou à l'ado que tu es en devenir avec toutes les compétences, toute la résilience que tu as. Parce que tu sais lire l'heure, tu es en train de passer ta théorie pour ton permis de conduire, tu sais faire des choses. D'accord ? J'enchaîne sur la suite. Au milieu de ce parcours, au milieu de cette spirale, vous avez une case où c'est marqué « décision ». Et ça, c'est vraiment important de se rendre compte que la décision, soit ce sont des personnes, hommes ou femmes, adultes, qui prennent la décision à un moment donné, qui font un lien avec leur mal-être d'aujourd'hui, leur comportement dysfonctionnel du jour, enfin d'aujourd'hui, et le fait qu'elles ont cette partie-là, qu'elles ont été violées dans leur enfance. Parfois, c'est une prise de décision. À faire le pas, moi je me souviens très bien, une femme qui avait dit « L'article dans le journal, il est resté 2 ans dans mon tiroir. Un jour, j'ai vu, c'est le moment. » Parfois, c'est cette décision-là. D'accord ? Et parfois, ça ne se passe pas comme ça. Et parfois, la personne évolue, je la remets par terre plus doucement, dans sa vie, et elle arrive à un moment où elle a rencontré une personne et c'est un premier vrai
rapport sexuel. Et parfois, elle a rencontré une personne et il y a un mariage en vue. Et parfois, c'est une grossesse, une vie qui pousse en moi. Et parfois, c'est l'âge que l'enfant avait atteint, que moi j'avais quand ça s'est passé. Et parfois, c'est la mort ou le décès de l'auteur des faits, de l'agresseur. Il arrive quelque chose dans une vie qui est un déclencheur extrêmement inattendu, violent et soudain, et qui fait que là, tout le passé remonte d'une manière extrêmement brutale et soudaine. Et là, je peux décompenser, je peux me retrouver en hôpital psychiatrique, je peux avoir réellement envie de me jeter par la fenêtre ou du pont, et des fois, je ne comprends pas pourquoi, parce que j'étais tellement heureuse et j'allais aménager avec mon copain, ma copine, et une nouvelle vie, tout allait bien, on en a eu. Tout allait bien. Et tout à coup, ce machin me pète à la figure. Et on retrouve parfois des femmes et des hommes en psychiatrie avec psychose, délire, hallucination. On retrouve des femmes aux urgences en gynécologie qui savent, mais madame, vous n'avez rien, je sais, c'est le viol. Les viols répétés de quand j'avais 4 ans. Et c'est maintenant que ça fait mal. Et la mémoire corporelle, c'est ça. Donc, quand ça se passe et que ça me saute à la figure, ça peut être très violent. Et donc, ma décision, ce n'est pas une réelle décision, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je m'occupe de ce truc. Des fois, c'est choisi, des fois, ce n'est pas choisi. La décision, à un moment donné, voilà. Une fois qu'il y a, on va dire, ce moment où il y a cette décision choisie ou non choisie, on va avoir peut-être un peu plus si on doit dire, un stade d'urgence. Juste après, on va être dans un état, la personne va être dans un état où elle ne peut plus penser qu'à ça. Elle voit de la maltraitance partout, elle rencontre ses copines de longue date qui lui racontent toutes qu'elles ont aussi été abusées, des fois c'est par le même auteur des faits. On va dans une librairie, pouf, il y a un bouquin qui tombe, c'est sur les abus sexuels. Il y a eu beaucoup de descriptions comme ça, de situations, tout à coup, c'est ça occupe ma vie, ça occupe... Et puis en même temps, j'en veux pas de ce truc-là, et puis hop, je ressors, j'ouvre le tiroir, il y a le flyer de faire le pas qui est dedans, voilà, ces gens, il y a une espèce de moment exceptionnel où la vie est vraiment habitée par ça. Et c'est cette partie blessée qu'on a vue qui vraiment refait surface, mais de manière, on va dire, où on ne sait pas très bien qu'en faire et qui envahit l'espace. Et puis, il y a, par ce biais-là, ce contact qui se fait avec cette partie de l'enfant blessé. Et une des choses qui va se passer souvent, juste après ça, dans le parcours de cicatrisation, c'est le doute et le déni. Non, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Non, c'est pas possible. Ça ne pouvait pas être ma mère. C'est pas possible. Elle n'a pas pu faire ça. Je dois exagérer. D'ailleurs, Freud a dit le fantasme, non, c'est pas ça, mais c'est vraiment, il y a un moment de doute et de déni. Et pour nous, en tant que professionnels, c'est très difficile parce qu'on doit accompagner ça. Et des fois, on doit croire pendant que nos patients doutent. Du coup, il y a une autre étape là, c'est faire confiance à ses sensations. Il y a une femme qui est venue à faire le pas, qui a dit « Je n'ai aucun souvenir. Je ne me souviens pas. » Mais quand j'ai des rapports sexuels, je fais l'amour avec mon mari, depuis un certain temps, j'ai une situation de nausée qui fait que je n'arrive plus. Et puis regardez, elle est venue, je me souviendrai toujours, elle est venue avec quasi si ce n'est pas 2 classeurs pleins de dessins d'enfants. Il dit, voilà, j'ai des dessins d'enfants, de rapports d'hôpitaux, anorexie infantile, tentative de suicide, dessins mortifères, etc. Et
Elle dit, voilà, j'ai tout ça, mais je n'ai pas de souvenir. Pouvez-vous me donner le nom d'un hypnothérapeute? Oui, je peux. Et si, pour l'instant, vous n'aviez pas accès à ces images parce que le jour où vous les avez, parce que votre psychisme n'est pas encore prêt à les accueillir, faites confiance à vos sensations. Et elle a fait. Et on a cheminé ensemble, elle a trouvé un thérapeute, on a cheminé ensemble, et elle a fini par par rencontrer une personne. Elle avait été abusée, violentée sexuellement par un curé, enfin quelqu'un de l'église, et elle a porté plainte contre l'église, entre parenthèses, elle a gagné. Enfin bref, toute une histoire. Elle a trouvé une personne qui était une petite voisine à qui elle a parlé et où elle a eu confirmation 2 ans après, qu'elle nous a approchés à faire le pas, il y a eu confirmation que le curé avait aussi attiré avec des bonbons l'autre petite fille. Et elle m'a appelée, cette femme, en me disant « Voilà ce que je viens d'apprendre. » Donc c'était vrai. Et moi, je me souviens exactement où j'étais. Et puis j'ai respiré, j'ai fait « Ah, c'était vrai. » Parce que j'ai aussi douté. Mais parce que c'est vraiment un mécanisme tellement fort. Oui, c'était vrai. C'est croire que c'est réellement arrivé. C'est vraiment une étape importante du parcours de cicatrisation, c'est croire que cette partie-là a réellement existé, qu'elle existe. Et juste après, parce qu'il y a l'abuseur introjecté qui revient chaque fois, oui, mais bon, j'ai dû faire quelque chose pour le mériter. Je l'ai quand même bien cherché. Et ça, on a entendu encore et encore. Ça fait partie du parcours aussi. De prendre conscience ou d'aider à prendre conscience. Oui, mais j'ai dû quand même faire quelque chose. Et là, on la balance et on dit, quel âge avais-tu? 6 ans, 8 ans, 12 ans. Et quel âge avait l'agresseur? Adulte, parent, etc. Va sur un terrain de jeu. Regarde les enfants, et regarde les adultes. Qui est responsable de qui? Qui a le pouvoir de vie ou de mort sur qui? Utilisez la ligne du temps. La culpabilité, elle va faire partie du parcours de cicatrisation et ensuite, il va falloir la transformer, croire que c'est réellement arrivé, faire confiance à ses sensations, se sentir coupable, pas forcément y croire, et après, être et mobiliser quelque chose de l'ordre de la colère. Et quand je dis la colère, je retiens mes mots, de la rage. Sortir de la culpabilité, c'est pour la personne et c'est de l'aider à remettre l'acte et la responsabilité sur l'auteur des faits et sur l'entourage non protecteur qui n'a pas été là ou qui a été complice. Et même si on a dans son cabinet, parce que ça c'est la famille solidaire que j'ai vue, une mère qui dit « mais je pouvais pas, ça se passait pas quand il était là, ça se passait ailleurs, puis je ne pouvais pas voir ». Le positionnement c'est de dire « mais madame, votre fille ou votre fils est légitimement en droit de vous en vouloir et d'exprimer toute la colère du monde par rapport à vous, parce qu'une mère, j'ai bien connu, ça doit savoir tout, protéger tout le temps. C'est pas grave, à un moment donné, on peut dire à cette mère, bien sûr, fille, vous n'étiez pas là. Et en même temps, pour votre fils ou votre fille, eh bien, vous êtes la figure d'attachement et de sécurité, donc la colère dont lui ou elle a besoin, et en tant qu'adulte plus tard, on a besoin de pouvoir l'exprimer dans un lieu sécure. Je parlerai de la confrontation après. Dans un lieu sécure, c'est d'aider, on a besoin de ça dans le parcours de cicatrisation. D'abord, c'est une super énergie. En tant que psy, thérapeute, il faut juste être confortable avec. Et là, c'est mon deuxième mot de caution du jour. Si vous n'êtes pas confortable avec des émotions fortes, déléguez ailleurs. Parce que
ce parcours de cicatrisation va faire exprimer, on doit pouvoir encourager des émotions fortes. Puis la colère, en plus, c'est pas très, très politiquement correct en pays protestant. Non mais... J'ai oublié où j'étais. Enfin voilà, hein, donc c'est vraiment... Et c'est vrai que, voilà, je regarde Sylvia, peut-être... C'est vrai qu'on a quand même eu la chance, je ne sais pas si nous sommes tous de la même génération ici, mais de faire partie d'un mouvement où il y avait des stages, où on pouvait aller taper sur des coussins avec des bâtons, ça s'appelait une bataka, et ça, où est-ce qu'on peut aller en toute sécurité réellement exprimer la colère? Et elle doit être tournée, et on doit l'aider à ce qu'elle se tourne vers l'auteur de l'agression et vers l'entourage non protecteur. Ça fait partie du chemin de cicatrisation. Et en même temps que ça se fait, il va se passer une autre étape qui est indiquée là, qui est la tristesse, et c'est plus que ça, le désarroi. Vous allez voir peut-être, ou en tout cas entendre parler de vivre des moments de désespoir profond, non pas lié à une déprime, mais au fait de réaliser qu'on n'a pas eu l'enfance à laquelle on avait droit, que l'idéalisation des parents que généralement se fait, puisque j'ai dit que la dissociation faisait en sorte que la perception de l'agresseur était altérée, en général, il y a une totale perte de l'idéalisation de l'enfance qu'on pensait qu'on avait eu, mais qu'on n'a pas eu. Bon, puis c'était que des attouchements. Ça commence comme ça, enfin, dans le discours, et après, on les écoute, et on reçoit des récits horribles, enfin, violents, mais c'est la perte de l'enfance qu'on n'a pas eue et qu'on n'aura jamais. Et ça, c'est des sanglots profonds. Et ça demande à être accompagné. Et c'est vraiment petit à petit reconnecter avec cette partie blessée ici, pouvoir vraiment accueillir la tristesse profonde, la colère, départager qui est responsable de quoi, remettre à qui de droit la faute et continuer à avancer. Une des choses qui va se passer dans ce parcours de cicatrisation, et que j'ai vraiment besoin de mettre de l'importance là-dessus maintenant, c'est que pratiquement à chaque mouvement de rapprochement de cette partie blessée de la partie adulte que je suis, alors ça, des fois on a envie de basaner, des fois j'ai envie de... Des fois, c'est ma psy, allez, vous me le prenez parce que moi, j'en veux pas de ce machin, etc. Puis des fois, en tant que psy, on se retrouve à devoir le porter, etc. Puis on dit, non, madame, voilà, vous le reprenez, voilà, vous le reprenez. OK, voilà. Donc vraiment, on a vraiment des fois... Et puis des fois, c'est nous... Mais ça, il faut que je monte quand même. La psy, elle est là, en train de dire, ça fait la 5e fois qu'elle l'a. Elle a juste envie de bazarder ce machin par la fenêtre. Vous savez, c'est quand on en a vraiment ras-le-bol, c'est la patiente qu'on ne veut plus voir. Et c'est bizarre, je commence à arriver en retard au rendez-vous. J'arrive en retard au rendez-vous, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je suis en train de m'égarer là. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis après, je lui dis, puis elle dit... Je commence à dire, ouais, mais enfin, quand même, là, ça va pas. Moi, je paye quand même pour ces séances. Vous arrivez en retard, puis je vais faire, oui, et alors, à quoi ça vous ramène par rapport à ça? Et c'est marrant parce que je suis en train, en fait, je suis en train de retomber dans un système pervers. Hein, alors que quelque part, je vais dire, waouh, ouais, vous avez raison, j'arrive en retard, c'est pas correct. Mais vous êtes en train de vous mettre en colère, là. Ouais, ok. Comment est-ce qu'on encourage cette colère saine qui va mobiliser? Il y a des personnes et des femmes ou des hommes qui vont rester longtemps dans cette étape-là, par exemple, mais de manière intéressante, ça va les mobiliser.
au lieu de rester dans cette étape de rage, de colère et de la retourner contre, en envoyant péter tous ses copains, en faisant, enfin bon, pour différentes raisons, en étant asocial, etc., ben, peut-être qu'ils vont la mettre quelque part, créer une association de défense, une marche blanche. Ça, c'est du mouvement. Hein? Ok. Une des choses qui se passe, c'est à chaque fois que le bébé, la partie blessée, se rapproche et qu'il y a une réelle rapprochement possible, donc ça veut dire une avancée dans cette cicatrisation, le vampire contre-attaque. Et je le dis comme ça, mais c'est super important et dangereux. Une femme ou un homme qui ose à un moment donné se mettre en colère, taper sur un coussin, remettre la faute sur l'agresseur, remettre la faute sur l'entourage non protecteur, quand elle quitte le cabinet, est à risque d'accident, de repassage à l'acte, de reconsommation, de whatever, ce qu'elle avait choisi avant. Parce qu'est réactivé l'abuseur introjecté de manière massive, qui est en train de lui envoyer un message, mais comment as-tu osé parler, te mettre en colère? Tu crois que tu en vaux la peine? Et c'est reparti. On doit être très attentif en tant que thérapeute à l'abuseur introjecté qui est beaucoup plus puissant que nous. Hein, et on doit surtout, une des choses par rapport à ça, c'est d'aider les individus, ces personnes, ces survivants, à prendre conscience de l'abuseur introjecté. C'est quelque chose de très puissant. Chaque fois qu'une personne se met en danger en sortant du cabinet ou ailleurs, est à risque de rechute, c'est l'abuseur introjecté qui est en train de refaire surface de manière massive parce que tout à coup, il va être démasqué. Il m'est arrivé une chose dans ma vie professionnelle de psy, c'est que lors d'une... Vous savez, on sort des fois, en tant que psy, on va à des soirées, on rigole, on s'amuse, ça arrive aussi. On ne va pas que voir des films comme Festen ou je sais pas quoi. Voilà. Et puis, je croise une de mes patientes. Ça vous est déjà arrivé? Je croise une patiente. Et bon, voilà, ça arrive, c'est pas... Sauf que la patiente en question, qui était dans un passage, enfin, dans ce parcours-là, était en véhicule 2 roues, sous antidépresseur et alcoolisée, à la soirée. Ça vous fait rire? Ouais, ok. Voilà, c'était un petit peu ennuyeux, parce que ça, pour moi, c'était compliqué. Je travaillais avec cette femme avait subi des abus sexuels de type très pervers de la part de sa mère, qui est encore une autre histoire, parce que pour sortir du silence, c'est très très compliqué, et était dans un passage, oui, qu'on peut appeler de délicat sur son parcours. À un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assurée de comment elle allait rentrer, et puis à la séance d'après, qui était peu dans la semaine, j'ai passé avec elle, mais j'ai dû le faire rapidos parce que je n'avais pas fait ça avant, un contrat qui était vous engagez au travers de ce parcours de cicatrisation qui est long et douloureux, mais vers une énergie de vie. Je ne peux pas cautionner ou accepter que vous mettiez votre vie en danger tant que vous êtes engagé, quand vous êtes engagé avec moi sur ce chemin. Et puis, c'est pas engagé avec moi, tant que je suis en train de vous soutenir et vous accompagner sur ce chemin. Je veux que vous preniez cet engagement. Je vous donne la feuille, je vous laisse réfléchir. Elle a signé, on a continué. C'est quelqu'un qui est éducatrice de la petite enfance actuellement. Alors, intéressant, c'est joli. Voilà, donc pour vous dire que l'abuseur introjecté se présente par maintes facettes. Un autre exemple de l'abuseur introjecté que je vous donne, une femme qui vient à un groupe à faire le pas, c'est parce que tu es là, ça me plein d'images et qui ont demandé à l'époque une contribution de 5 francs pour le groupe. L'association était plus ou moins subventionnée, nous on travaillait bénévolement quasi, et puis on demandait une contribution parce que c'est important qu'il y ait une contribution minimale. Donc elle versait. Et elle dit, moi, je
moi, je payerai pas. Je payerai pas 5 francs, c'est pas ma faute si je suis là, je veux pas payer. J'ai pas à payer. On respire. On voit l'abuseur introjecté. On se dit, qui c'est qui me fait payer le truc, là? Laisse passer. J'ai eu un entretien individuel avant le groupe d'après avec cette personne pour lui dire, voilà ce que je comprends. Tu as tout à fait raison. Tu n'as pas à payer pour quelque chose que tu n'as pas commis, mais tu n'as pas, abuseur introjecté, à nous faire payer à nous le prix de ça. Et donc, en tant qu'adulte responsable de ton parcours aujourd'hui, je te demande de faire la différence et de mettre 5 francs dans l'enveloppe. Voilà. Vous comprenez, là, c'est très important. Et c'est vraiment, ça peut se jouer de manière extrêmement, j'allais dire sournoise. C'est vraiment de faire la part des choses. J'aimerais le redire, elle n'a pas à payer. C'est vrai, c'est cette partie-là. Mais l'abuseur introjecté n'a pas à lui faire payer, à faire payer aux autres, à me faire payer en tant que psy ou thérapeute ce prix. Et en tant qu'adulte, on lui demande, avec ses capacités, vraiment, et moi j'ai des poupées, j'avais des peluches dans mon cabinet, je les utilise aussi avec les adultes, de faire la part des choses. D'accord ? Donc, l'abuseur contre-attaque, deuil, désarroi, stade d'urgence, colère, rage. OK. À un moment donné, on va trouver dans le parcours de cicatrisation aussi tout ce qui est du rapport au corps. Et ça, c'est un indicateur. J'ai décrit tout à l'heure comment ça pouvait être entamé au niveau de la sensorialité, sensualité, sexualité, etc. Pour des femmes, je suis un bout plus familière dans mon travail parce que j'en ai vu beaucoup plus que pour des hommes. Mais évidemment, il y a comment est-ce que je me réapproprie mon corps. Comment est-ce que je me réapproprie mon corps alors qu'il a été intrusé, non seulement physiquement, spirituellement, émotionnellement et, pour une autre grille de lecture, sur tous les chakras. Voilà. On est vraiment. Et vraiment, c'est un travail qui se fait et dont on voit au fur et à mesure de l'avancée sur ce parcours de cicatrisation, un travail qui se fait autour de retrouver réellement les sensations, que ce soit le toucher, que ce soit au niveau du goût. On travaillait à faire le pas d'une autre manière. À un moment donné, suivant le groupe, c'était « Est-ce que vous pouvez nous trouver pour la prochaine fois une ou 3 choses que vous aimez et qui passent au travers de vos sens. 3 choses que vous aimez regarder, 3 choses que vous aimez goûter, 3 choses que vous aimez sentir, 3 choses que vous aimez toucher. Et quand on faisait l'exercice, parce qu'il y en a réellement qui disent mais bon, vous allez dans un grand magasin, puis vous prenez le temps d'alimentation, de vous dire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Quoi Moi, je mange, puis c'est tout. Non, mais qui vous fait qu'est-ce qui fait oui dedans? Comment ça fait? Et on décrivait la sensorialité du plaisir. Et on peut y aller au rythme où est la personne parce qu'elle ne peut pas se reconnecter trop vite avec ses sensations, parce que le risque de reconnecter avec la douleur physique est aussi extrêmement prévalent. Donc on y va tout doucement. Mais ça fait partie du travail de cicatrisation que de travailler autour du toucher, de la sensation, de l'émotion et du felt sense, du ressenti corporel, que ce soit corporel ou émotionnel. Comment c'est la sécurité quand tu la ressens? Elle ressemble à quoi? Tu la sens dedans? Donc c'est vrai qu'en d'autres mots, je conçois mal un travail de cicatrisation sans des approches qui vont mobiliser le corps et d'une manière ou d'une autre. Ça peut être le corps immobile, comme ça peut être le corps en mouvement, ou qui vont mobiliser aussi
la sensorialité autour du toucher, que ce soit avec l'objet, que ce soit avec l'animal, c'est quelque chose de très puissant et nécessaire dans ce parcours-là. Il peut y avoir un moment, à savoir par rapport à la sexualité, où dans ce parcours-là, où l'image de l'agresseur refait surface alors qu'elle était dans le cadre des rapports sexuels, c'est vraiment là c'est bien de pouvoir travailler avec les conjoints ou les conjointes pour leur dire mais c'est normal, ça va passer, mais vous devez arrêter. Vous devez arrêter, revenir dans un espace de sécurité. Si on perpétue le rapport sexuel alors que l'image de l'agresseur est là, il y a un très haut risque évidemment de perpétuer la dissociation et puis évidemment que de toute façon ce ne sera pas forcément une partie de plaisir. Voilà, c'est le cas de le dire. Le rapport au corps, le vampire contre-attaque, la colère, la rage, et puis je vais arriver aux 3 derniers. Dans ce parcours-là, il y a un moment donné, il y avait peut-être avant, mais c'est bien de vérifier, c'est tout ce qui est du lien avec la spiritualité, mais au sens large du terme. Souvent, on a pu constater que des personnes qui sont à ce point-là dissociées, entre parties blessées, abuseurs introjectés et puis adultes résilients, ne croient pas à grand-chose, sont dans un tunnel, un fonctionnement, ne se sentent pas, et pour cause, reliés. Je ne suis pas reliée. Et souvent, des personnes qui ne sont pas en lien, reliées, que ce soit avec la nature, que ce soit avec un Dieu, que ce soit avec une entité, vont, disons, avoir comme cette sensation d'avenir bouché. Hein, on va dire d'avenir bouché et de, comment on dit, hopelessness. Il n'y a pas vraiment d'espoir, il n'y a pas d'envie. Donc, on voit sur ce parcours de cicatrisation petit à petit, et en tant que thérapeute, et vous êtes concerné, une des choses qui est aidante, c'est de favoriser tout ce qui est des actions symboliques. Qu'est-ce qui va être aidant ? C'est tout à coup de pouvoir dire, mais oui, si j'écris une lettre et puis qu'après je la brûle, ça va. Et puis oui, je prends un caillou et puis je le jette au lac. Et puis oui, c'est de refaire au travers des rituels et des actions symboliques. En fait, on travaille indirectement avec le fait de, oui, il y a quelque chose de plus grand que nous. Je ne sais pas comment ça s'appelle, forcément. Enfin, chacun donne un nom différent, mais qui donne un sens à ce qui se passe maintenant, ce qui va se passer, et on va voir éventuellement à ce qui s'est passé. Il faut être très prudent avec ça. J'avais travaillé une fois discuté avec une psychologue, psychothérapeute jungienne qui travaillait beaucoup autour du sens, etc. Ce genre de choses ne peut pas intervenir trop tôt dans un parcours de guérison. C'est très important. D'abord, les personnes y ont peut-être donné déjà un sens, mais avec ce parcours-là, à un moment donné, ça va être chamboulé. Mais oui, mais il doit y avoir le sens profond de ce qui... c'est très dangereux. Laissons émerger ça chez les personnes, c'est tout. Et puis on verra, d'accord ? Ça, c'est pour la spiritualité, aider à reconnecter avec quelque chose de l'ordre de plus grand. Aider aussi dans les actions symboliques, et pour ça, c'est quelque chose qui ne figure pas là, mais que j'ai découvert au pied à l'étrier en travaillant avec les chevaux aussi. C'est à quel point, et grâce à Delphine qui est là, c'est à quel point les personnes, quand elles viennent, ont en imaginaire des super-héros. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'avais été sensibilisée aussi par Virginia Klein, qui est une psychothérapeute américaine, pas Mélanie, Virginia, qui dit, mais ces héros-là nous ont sauvé la vie à un moment donné. Et on les a oubliés, et c'est comment est-ce qu'on peut reconnecter avec eux pour en faire des témoins secourables internes. Hein, ils arrivent à dire « Oh, c'est le cheval de Zorro, oh, c'est je ne sais pas quoi, la petite... non, pas la petite maison dans la prairie. Enfin, il y a Crin Blanc, ou je ne sais pas. Enfin, qu'est-ce que ça va... » Et quand ils disent ça, ça s'illumine. Ah, ça, c'est une partie qui les a aidés à surmonter.
Ah ouais. Ah, il avait un cheval. Charles avait un cheval. OK. OK. Mais voilà, c'est vraiment intéressant de aussi voir que ça fait partie de ce qui va aider la personne dans son chemin de cicatrisation. Je crois que l'heure tourne, donc je vais... C'est midi et 16. Parfait. Les 2 dernières étapes, et là par contre j'aimerais dire que c'est des étapes pour la cicatrisation qui vont plutôt à la fin du parcours, si je peux dire ça comme ça. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir traversé la colère, la peur, j'en ai pas trop parlé, c'est dans le stade d'urgence, la peur, quand les personnes recommencent à trembler. La peur, la colère, la tristesse, la mise en avant du vampire qui contre-attaque, etc. À un moment donné, on peut se poser la question par rapport à la confrontation. La confrontation, c'est souvent, nous, ce qu'on entendait, oui, eh ben, je veux lui dire en face ce qu'il m'a fait et puis les conséquences que ça a eu sur moi, ses viols ou ses attouchements, etc. Alors, je me mets totalement en porte-à-faux avec certains de mes collègues systémiciens qui ont prôné à un moment donné que la confrontation, la réconciliation, voire le pardon étaient indispensables pour le parcours de guérison. C'est bien de prendre de l'âge parce que non seulement, avant je le disais, maintenant je l'affirme. C'est absolument, et ça peut être totalement à l'encontre et destructeur que de vouloir faire en sorte qu'une survivante confronte l'abuseur. On aimerait essayer de séparer, pas dire son abuseur, parce qu'il n'est pas... C'est une autre histoire. Casser le lien d'emprise et arrêter de... son abuseur ou son procès, machin. L'abuseur, l'auteur des faits, c'est vraiment, ça peut être totalement contre-productif. La confrontation, c'est avant tout, et c'est déjà bien assez, une confrontation par rapport à l'abuseur introjecté. C'est quand j'entends, à l'issue d'une séance ou pendant la séance, qu'à un moment donné, dans ma tête, ça fait « non, mais tu n'y arriveras jamais, mais ma pauvre », que je peux l'entendre, réaliser et me dire « non, mais là, ça va, tu me gonfles ». Et comme disait Virginia Klein, qui est une Américaine, qui a été ma superviseuse, qui est un peu comme ça, tu sors ton colt et tu tires. Voilà. C'est combattre l'abuseur introjecté, combattre les messages de l'entourage non protecteur. La confrontation, elle se fait là. Elle peut se faire symboliquement dans le cabinet du thérapeute, elle peut se faire à l'extérieur, accompagnée et préparée, si l'individu, homme ou femme, vraiment souhaite, mais non, moi je veux lui dire en face ce qui m'a fait, etc. Ok, pas seul, préparé et au bon moment. Si jamais vous avez vous êtes sollicité pour accompagner un adulte dans une confrontation telle que celle-ci, ça doit être préparé et vous devez, une des premières préparations, c'est qu'avec la survivante ou le survivant, dites, si ça se trouve, vous n'obtiendrez jamais la reconnaissance que vous cherchez. Quel est l'objectif à atteindre? Et vous travaillez avec cette personne sur le fait que l'objectif, ça doit être de prendre l'abuseur introjecté, de prendre aussi la blessure et avec la partie adulte, de le déposer à l'extérieur. En d'autres mots, vous l'aidez à régurgiter. Le vampire contre-attaque plus. Vous sortez, vous l'aidez à sortir ça et à les poser à l'extérieur. C'est ce qu'elle peut atteindre. Ce que fera l'agresseur en face, la mère qui n'a pas protégé, on en a vécu des confrontations aussi comme ça, l'agresseur, dans une situation, s'est trouvé tellement mal qu'il a failli lui appeler l'ambulance.